Bonjour, amis lecteurs. Aujourd'hui, je me propose de vous conter une nouvelle de Romain Puertolas. C'est extrait d'un livre qui s'appelle 13 à table. Et en fait, c'est 13 auteurs qui, tous les ans, depuis 5 ou 6 ans, participent ainsi à apporter une aide au Restaurant du Cœur en faisant cadeau d'une nouvelle. Voilà. Et c'est à peu près tous les ans les mêmes. Hein. Donc ici, c'est Romain Puertolas. Et le titre de cette nouvelle, c'est Qui veut la vie de Romain Puertolas. Lorsque j'appris de la bouche de la délicieuse Charlotte le thème de cette 6e édition de 13 à table, il n'est pas exagéré de dire, au risque de sembler avoir le style littéraire d'une pomme de terre, mais je me lance et j'ose que le désarroi s'abattit sur moi. Le voyage. Je fus sur le point de lui répondre qu'elle s'en remette à mes romans, dont le voyage était un thème prégnant, récurrent. Le voyage, j'ai déjà trop écrit dessus. Pourquoi ne pas changer? Le divorce, lui proposai-je, le surpassement de soi, l'art chilien du 19e siècle, ou même les courses en grande surface, si tu veux. Tout, mais pas le voyage, chère Charlotte. Le voyage, répéta-t-elle avec une assurance terrible. Ça ne devrait pas être un problème pour toi, puisqu'il y en a dans tous tes livres. Eh bien justement, Charlotte, justement. Non, le voyage, c'en était trop. C'était la goutte qui faisait déborder le réservoir d'avion. Le kilo qui faisait flancher dans le surpoids de bagages. Je voulais me poser un peu. Tu y arriveras, Romain, me lança-t-elle dans une dernière estocade avant de raccrocher. Je me laissai alors tomber sur la première chaise qui passait par là, effondré. Ce fut en refermant un livre d'Umberto Eco, quelques jours plus tard, que je trouvai une solution. J'en avais marre d'inventer des voyages. Je venais d'écrire un roman policier littéraire, rural, pour prendre un peu de repos, m'enfoncer dans la quiétude d'une époque sans low cost, sans téléphone portable, et voilà que l'on me remettait à coups de pied dans les fesses dans un vol Ryanair surbooké pour une destination inconnue. Là où je ne voyais que douleur, et je ne parle pas seulement de celle de mes genoux contre les sièges de devant, Umberto ouvrit un sentier de lumière. Ce n'était pas Le nom de la rose ou Le pendule de Foucault qu'il m'avait fallu lire quelques années auparavant en compagnie d'un dictionnaire. Je me rappelle m'être senti comme un lecteur bègue, un lecteur qui trébuchait sur chaque mot, qui devait ouvrir le dictionnaire à chaque phrase, avant de reprendre sa lecture cahoteuse et saccadée jusqu'au nouvel écueil. Mais quel beau roman au final. L'effort en avait tellement valu la peine. Non, cette fois-ci, il s'agissait d'un petit recueil de nouvelles de quelques 279 pages, en format poche, au curieux titre de « Comment voyager avec un saumon », trouvé sur les étagères poussiéreuses d'une vieille librairie. L'écrivain italien y recensait des pensées de voyage, des anecdotes incroyables, débordant d'humour, des choses vraies qui lui étaient arrivées au cours de ses tournées internationales. Et c'était en cela que l'opuscule était intéressant. Oui, en ce sens que rien, absolument rien de ce qui s'y trouvait n'était inventé. À moi aussi, il m'était arrivé, et il m'arrive encore, des histoires absurdes, dépassant parfois le plus loufoque de mes romans, à titre à rallonge, comme les journalistes très originaux aiment à dire. Je n'avais jamais voyagé en armoire. Je n'avais jamais appris d'une poignée de moines Shaolin résidant dans une ancienne usine Renault, qu'est-ce que j'en avais écrit des conneries, à voler en battant des bras, comme certains de mes personnages. Mais au cours des 6 dernières années que j'avais passées à sillonner le monde pour parler de mes livres, invité chaque semaine dans de nombreux pays, pour de nombreux événements, j'avais vécu des situations incroyables, dans le sens le plus littéral du terme. Alors pourquoi ne pas arrêter d'inventer pour une fois? Pourquoi ne pas raconter un vrai voyage? Je n'eus pas à réfléchir 10 secondes pour savoir lequel je coucherais sur le papier. Je me frottais les mains et envoyai un mail à Charlotte, fière de moi. C'est bon, Charlotte. Le voyage, c'est bon. Je pris mon téléphone portable, ouvris un mail et commençai à écrire. Le Sushi Spritz, C-A-S en Espagne, était un restaurant avant-gardiste où les plats difficilement identifiables mélangeaient la cuisine japonaise et autrichienne.
Les chefs du monde entier semblaient avoir épuisé toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Un jour, il n'était plus resté que celle-ci, la japonaise autrichienne ou austro-japonaise. C'est selon à quoi l'on donne le plus d'importance. Alors, ils avaient ouvert le Sushi Spritz. Je ne sais plus comment je l'avais découvert. Sans doute, car c'est là une habitude que j'ai contractée au cours de mes voyages, en entrant dans Google Maps, le nom de l'hôtel dans lequel je séjournais, et en cherchant l'établissement de restauration le plus proche. Ils apparaissaient alors sous la forme d'une petite fourchette grise, et si on cliquait dessus, tout un tas d'informations nous sautaient au visage. Style de cuisine, prix moyen de l'assiette, opinions diverses plus ou moins étayées de consommateurs plus ou moins crédibles. Ce soir-là, après la rencontre avec mes lecteurs de S, ils n'étaient pas nombreux. J'avais refusé, malgré l'insistance du libraire Joseph, l'invitation à dîner avec des élus locaux, lui préférant de loin la lecture d'un roman acheté à l'aéroport dans un bain chaud. Après avoir réservé en ligne une table pour une personne, j'avais reçu un mail m'indiquant que ma demande avait bien été prise en compte. On précisait « Tenue vestimentaire de cocktail de rigueur, jean, t-shirt et basket très fortement déconseillés. » Ça tombait bien, c'était justement ce que je portais. Par pur esprit de contradiction, j'étais donc resté en jean, t-shirt et basket. Si Umberto Eco voyageait avec un saumon, je voyageais rarement avec une tenue de cocktail dans ma valise de cabine, devenue de plus en plus petite au gré des nouvelles mesures des compagnies aériennes. Si l'on me refusait l'entrée, je pouvais toujours opter pour un autre établissement ou me remplir le ventre, l'Espagne n'en manquant pas. À ma grande surprise, les deux mastodontes posés devant la porte m'avaient laissé entrer sans problème. Je m'interrogeais sur la pertinence d'énoncer des règles si c'était pour ne pas les faire respecter. Il était vrai que très fortement déconseillé n'était ni légalement ni linguistiquement parlant pas la même chose qu'interdit. Mais bon, donnait-on des cours de droit ou de linguistique aux physionomistes qui gardaient l'entrée des restaurants? D'ailleurs, depuis quand mettait-on des gorilles à l'entrée des restaurants? Bref, ce très fortement déconseillé était un fourre-tout qui leur donnait assez de liberté pour laisser dehors la première tête qui ne leur reviendrait pas. Je devais porter le jean, t-shirt, basket avec une élégance folle. C'est donc tel un prince, ou du moins le Clark Gable du casuel, que j'entrais dans le Sushi Spritz. On me donna une petite table dans le fond de la salle, à côté des toilettes. De mon expérience, et retenez bien ceci, je n'accepte jamais la première table que l'on me propose. On vous offre tout le temps celle dans le couloir, où tout le monde vous frôle en passant, vous donne de grands coups dans le dos en émettant des grognements ou des « pardon » qui deviennent de plus en plus des grognements car vous gênez. On vous donne toujours cette table que personne ne veut à côté de la porte d'entrée, en plein hiver, lorsqu'il fait moins 10 dehors et que les clients ne font qu'entrer ou sortir. Ou cette table encore située pile en dessous de la clim. Une colonne d'air gelé s'abat sur vous, vous froisse à la permanente, s'infiltre dans votre cou, vous refroidit jusqu'aux os, vous et votre potage. Tout cela vous dit quelque chose? Avouez, honte à vous, vous n'arrêtez pas d'accepter cette première table. La prochaine fois, demandez directement la deuxième. Donc voilà, j'avais hérité de celle près des toilettes. Celle-là n'est pas mal non plus dans son genre. Le manège est incessant, les odeurs se marient difficilement avec votre plat, même avec de la cuisine austro-japonaise, croyez-moi. J'objectais donc par pur automatisme et signalais du doigt une table vide à quelques mètres de là. « Elle est réservée », me répondit-on sur le ton d'un serveur habitué à se voir refuser la première table qui refuse. J'en conviens, cette phrase est assez compliquée à comprendre. « Celle-ci alors ?» continuai-je en désignant une autre. Même réponse. Toutes les tables étaient prises. Il ne restait plus que celle-là. Je l'acceptais à contre-cœur. J'avais faim. On me laissa mijoter pendant 10 bonnes minutes. Je voyais passer les plats merveilleusement dressés, comme l'on dit dans les programmes de concours culinaires à la mode. Je les imaginais succulents. L'eau m'en venait à la bouche. Je levai la main, demeurai dans cette position quelques minutes, décidai de passer à la vitesse supérieure, tentai un « S'il vous plaît, garçon !» qui laissa tout ce beau monde indifférent.
Enfin, un serveur complaisant s'arrêta et me tendit une carte avant de disparaître. Satisfait, j'y jetai un coup d'œil. Il n'y avait que 2 plats, steak frites ou coquillettes au beurre. Je retournai la carte, son verso était vierge. Je levai de nouveau la main, demeurai encore ainsi plusieurs minutes, tentant d'engager ce que les Américains appellent l'eye contact, mais ne réussis à entrer en contact avec aucune vie présente. Les serveurs semblaient prendre malin plaisir à ne pas me voir ou faire ceux qui ne me voyaient pas. On n'engageait que des aveugles dans ce restaurant, c'était donc pratique. Enfin, le même serveur, sorti de nulle part, celui qui m'avait remis la carte, apparut devant moi. « Monsieur a fait son choix ?» La formule m'arracha presque un fou rire. « Monsieur a fait son choix entre steak frites et coquillettes, pensai-je. Il doit y avoir une erreur, je n'ai pas demandé le menu enfant. »« Oh, répondit l'homme, confus, et je crus bien qu'il allait s'excuser, partir et revenir avec la bonne carte. Mais il resta là et continua. « Ce n'est pas le menu enfant, monsieur. Pouvez-vous alors m'expliquer ce qu'ont le steak frites et les coquillettes de japonais ou d'autrichiens? Plus sérieusement, voilà presque 1 heure que je vois passer de succulents mets sous mon nez. C'est de la torture pure et simple. »« Je suis désolé, monsieur. Il n'y a plus rien. Il ne reste que cela. » J'affichai une mine étonnée, lui désignai les plats qui n'arrêtaient pas de sortir de la cuisine alors que nous parlions, et venaient atterrir sur les autres tables. Ces repas étaient déjà commandés. Il ne nous reste plus que cela, monsieur. Voilà que l'on me refaisait le coup de la table. Très bien, dis-je dépité. Alors, je prendrai un steak frites. La cuisson du steak, bleu. Très bien, monsieur. Et pour boire? Je vous aurais bien pris un mouton Rothschild à 360 € la bouteille, mais avec le steak frites, eh bien, je prendrai un coca 0. Il reprit la carte sans relever l'ironie, s'inclina en avant, fit claquer ses talons à la manière d'un officier nazi et disparut. J'observai la salle. Les hommes et les femmes qui s'y trouvaient portaient leurs plus belles toilettes, de véritables habits de gala. J'entendais les serveurs présenter les plats. Chichami mariné dans son sacuté avec bratwurst sur son lit de pommes de terre. Pané sauce au wachami accompagné de ses buculus spurtfar flambés. L'homme levait une cloche en argent et une grande flamme s'élevait dans les airs comme dans un tour de magie. Des exclamations de surprise et de joie accompagnaient les démonstrations. Parfois même des applaudissements. Tout cela était d'un grotesque. Je fus tellement pris par le spectacle que je mis une demi-heure à me rendre compte que je n'étais pas entré dans ce restaurant pour voir un show de serveurs acrobates, mais pour manger. Je levai la main, on m'ignora. Lorsque j'étais sur le point d'appeler un serveur, le mien arriva et me posa l'assiette sur la table. Un pauvre steak bien trop cuit, avec des frites molles. Bonne dégustation, osa-t-il me dire. Et moi, je n'ai pas le droit à la cloche en argent? Aux flammes? Attendez, ne répondez pas. Vous n'en avez plus, c'est ça? Il ne reste plus de cloche et vous n'avez plus d'allumettes. Le serveur esquissa un petit sourire gêné. Non, parce que si je vous dérange, il faut le dire. Hein. Je n'en pouvais plus. J'étais à bout. Le bras me faisait mal de l'avoir tant levé. Je scrutais la salle à la recherche du chef. C'était la règle numéro 2. La première, vous vous en rappelez, ne jamais accepter la première table que l'on vous propose en entrant dans un restaurant. La deuxième, toujours parler au chef. Mon père, colonel de l'armée, disait toujours « Moi, je ne parle pas au sous-fifre. Appelez-moi votre supérieur. » Il m'avait tellement fait honte et rire à plusieurs occasions. Je me levai, attrapai le premier serveur par le bras et lui dis « Moi, je ne parle pas au sous-supérieur. Appelez-moi votre fifre. Enfin, le contraire. » Sur le ton que j'avais vu mon père prendre. « Mon supérieur? C'est moi, répondit-il. Quel œil, pensai-je en montant sa phrase dans un coin de ma mémoire pour le ressortir dans un prochain roman. Mon supérieur, c'est moi. J'adore. Je lui expliquai brièvement comment j'avais été traité depuis mon arrivée dans ces lieux. Lorsque j'eus terminé, l'homme m'observa de pied en cap, fronça un sourcil, puis l'autre, en hochant la tête. À ce moment-là, la porte des toilettes s'ouvrit, et une odeur nauséabonde nous sauta au visage, comme pour illustrer mes propos. Je remerciai, dans ma tête, la Providence. Et puis, si vous pouviez me changer de place, parce que là, ça commence à devenir impossible. J'ai vraiment l'impression de bouffer de la merde. L'homme regarda mon assiette, le pauvre steak haché rabougri, les pauvres frites. Mon espagnol était impeccable, mais il dut penser que je critiquais le plat. Écoutez, si en plus vous posez des problèmes... Comment ça?
En plus de quoi? Mauricio, appela-t-il au lieu de me répondre. Mon serveur accourut. Veuillez préparer l'addition pour ce monsieur. Puis se tournant vers moi, payez l'addition au comptoir et allez traîner vos guenilles dehors, je vous prie. Incapable de réagir, je me retrouvai bientôt devant une table vide dont l'on retira la nappe en tissu comme si je n'étais plus là. Hagard, je me levai, me dirigeai vers le comptoir et demandai la raison d'un comportement si odieux à mon égard. Pour toute réponse, le maître actionna un minuscule micro qu'il tenait dans sa main. « Carlos, on a un petit problème. » Et avant que je ne réalise que j'étais ce petit problème, un des deux gorilles de l'entrée, bien entendu le plus costaud, était arrivé et me pressait de payer. Je sortis ma carte de crédit et réglai la note sans discuter. « Regardez ces personnes, me dit le gorille et Carlos. Je jetai de nouveau un coup d'œil sur ces gens, habillés de smoking, de costumes, de belles robes de soirée. Tous semblaient passer un bon moment. On ne les brusquait pas. Ils étaient assis loin des toilettes et pouvaient déguster leur spécialité austro-japonaise en toute sérénité olfactive. Je compris alors. On m'avait donné le service réservé aux gens qui n'avaient pas fait l'effort de s'habiller, d'écouter les consignes. Les gens en jean, t-shirt, basket, ceux visés par le très fortement déconseillé. Je traversai le restaurant, accompagné par le videur, sous le regard méprisant du maître, du serveur et de quelques clients. « C'est tout du congelé !» m'exclamai-je, avant que l'on me pousse dehors et que je m'écrase sur le pavé. J'envoyai le mail, il partit avec un petit bruit de fusée qui décolle, puis apparut presque aussitôt dans ma boîte de réception. Hotmail. Satisfait, je vaquai à d'autres occupations. Ce ne fut que le soir que je m'aperçus, en collant ces quelques paragraphes dans un document Word, que l'incident du sushi spritz ne représentait, dans ma vie et dans mon œuvre, que la modique somme de 15 550 caractères, espace compris, soit un peu moins de la moitié de ce que Charlotte avait l'habitude de me demander, 25 000. Je fus tenté d'augmenter la taille de la police que j'avais utilisée, Garamond 16, mais je la savais pernicieuse. Charlotte comptait les caractères, non les pages Word, et il y arrivait parfois de m'appeler. « Merci Romain pour ta contribution. Ta nouvelle est merveilleuse, tellement belle, tellement sensée, drôle, mais il te manque 53 caractères. » Je me mettais parfois à trembler. Je les voyais me narguer, ces 53 caractères, papillonnant au-dessus de moi, l'air de dire « Tu ne nous attraperas pas. » Mais ce ne serait pas pour cette fois-ci, car du voyage à S, je n'avais pas tout écrit. « Oh non, Charlotte, prépare-toi. » Avant de repartir de S le lendemain matin, pour ceux qui suivent, le lendemain de mon passage inoubliable au restaurant austro-japonais, Joseph, le libraire, me demanda si ma soirée s'était bien passée. Il me posa la question sur un petit ton que je jugeais suspect. Il ne faut pas m'en vouloir, j'ai été flic dans une vie antérieure, qui me fit aussitôt penser qu'on l'avait mis au courant de mes déboires au sushi spritz. Bien évidemment, je mentis. Il ne faut pas m'en vouloir. J'ai été flic dans une vie antérieure, pardon pour la répétition, ça fait plus de caractère pour Charlotte. Il me répondit qu'il en était heureux et que, avant d'aller à l'aéroport, nous ferions un petit détour par la mairie, car l'élu local, avec qui j'avais refusé de dîner la veille, souhaitait toujours me rencontrer. Ce n'est pas tous les jours que l'on a un écrivain international à S, s'exclama-t-il sur un petit ton qui ne me plut pas. Mais alors, pas du tout, en prenant ma valise qu'il balança dans le coffre. Puis, nous nous mîmes en route. D'après ce que l'on me raconta, des travaux de rénovation de l'aile ouest de la mairie de S, réalisés en 2014, avaient mis au jour des ruines de je ne sais quoi, de je ne sais quelle époque, car j'avais quelques absences quand la conversation commençait à durer, et celle du gentil maire commençait à s'éterniser. C'était le genre d'homme qui parle sans attendre de réponse, qui n'arrête pas de parler. On lui met une personne en face et il parle. On pourrait lui mettre un arbre qui ne cesserait de parler. Bref, à ce qu'il paraissait, l'hôtel de ville avait été construit sur une ancienne fontaine. Preuve en main, un ouvrier était remonté de son échelle en tenant un robinet en cuivre. Un joli robinet, au bec en forme de gargouille, qui était tout de suite devenu le symbole du village.
Le maire l'avait fait mettre dans une urne en verre et exposer au musée local, et s'était empressé de passer commande auprès de son fournisseur local de dizaines de répliques grandeur nature du dit robinet, juché pour l'occasion sur un socle en marbre frappé des armoiries de la ville et d'une plaque portant fièrement le nom de S. Dès qu'il recevait une personnalité, monsieur le maire lui offrait un robinet avec l'intention de faire connaître son beau village dans le monde. Il s'imaginait peut-être que Bono, Madonna ou Barack Obama, qui n'était d'ailleurs jamais passé par S, mais on ne sait jamais, afficheraient leur présence sur la plus belle étagère de leur maison de Los Angeles, entre un Oscar ou un Grammy Award, provoquant ainsi l'envie ou la curiosité de leurs visiteurs de choix. Quel joli robinet! What a beautiful tap! En version originale. Où l'as-tu trouvé? Il m'a été offert par le maire de S. S? What the fuck is S? C'est un petit village espagnol, typique, charmant. Tu es reçu comme un roi, surtout sushi spritz. Comme je le disais, Bono, Madonna et Barack Obama n'étaient jamais allés à S. Seulement des types comme Romain Portolas, imaginez, et je me suis demandé, alors que le maire a continué de me parler, combien d'illustres personnages ayant réellement passé une journée ici avaient oublié leur affreux cadeau dans leur chambre d'hôtel. Il était trop tard pour moi. Je ne repasserai pas par l'hôtel. Je me demandais donc comment m'en débarrasser, tandis que le maire continuait de parler et de parler encore. Joseph, en plus d'être libraire, était employé de mairie. Je crois qu'il tirait de cette activité un salaire plus important et fixe que la vente de livres, qui ne devait représenter qu'une mince partie de ses revenus, un caprice, une passion. Il se leva, s'excusa auprès de son supérieur, mon supérieur c'est moi, car nous devions partir si je ne voulais pas rater mon vol. Il ne manquerait plus que ça. Le maire s'arrêta de parler, me sourit et me serra la main. Puis il tourna les talons et disparut, soucieux de trouver une nouvelle victime. Dans la voiture, Joseph me confia l'un de ses plus intimes secrets. Il convoitait le robinet. Pardon? J'adorerais recevoir un robinet. Cela fait 4 ans que je vois le maire les remettre sous mon nez sans que jamais il m'en offre un. Il m'expliqua avec force détail qu'il avait déjà prévu où le mettre chez lui, sur la cheminée, entre la photo de l'arrière-grand-mère au sourire édenté et la lampe à bulles multicolore que sa fille avait rapportée d'un voyage de classe dans le sud de la France. L'obsession de Joseph était telle qu'il s'était mis dans le crâne d'écrire un livre, un best-seller plus précisément, pour pouvoir être reçu avec tous les honneurs par le maire et recevoir un robinet. L'occasion était trop belle. Je lui proposai de lui donner le mien. Non, Romain, c'est très gentil, mais je veux gagner mon robinet. La conversation était surréaliste. Même si Joseph était connu à S, lorsqu'il m'avait fait visiter la ville avant la rencontre en librairie la veille, rare étaient les fois où quelqu'un ne nous avait pas arrêtés pour le saluer, il lui manquait cette dimension nationale, voire internationale, nécessaire à l'obtention d'un robinet. Nul n'est prophète en son pays. J'ai des idées de roman, me dit-il, lorsque nous arrivâmes à l'aéroport. Alors vas-y, Joseph, fonce, lui répondis-je en lui serrant la main, après avoir pris ma valise du coffre. Écris, et gagne-le, ce foutu robinet. Puis je m'éloignai au plus vite, ravi de quitter ce repère de fou. Quelques minutes après, je passai le contrôle de sécurité de l'aéroport. Alors que j'étais en train de remettre ma ceinture, je vis l'agent affecté au scanner se lever et s'approcher de ma valise. Je ne savais que trop ce que cela signifiait. Il voulait examiner le contenu de mes bagages de plus près. « Je peux ?» me demanda-t-il, la main sur la fermeture éclair, de ma valise bien sûr. J'acquiesçai. Il fouilla entre mes caleçons et mes chaussettes et en retira le robinet avec la satisfaction d'un douanier tombant sur 10 kilos de cocaïne. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Un robinet ?» répondis-je, conscient que j'aurais pu développer un peu plus ma réponse. Il estima l'objet d'un regard qui sembla le traverser à la manière de rayon X. Le soupesa, se demanda si je pouvais représenter une menace pour le vol. « Qu'est-ce que vous faites avec un robinet dans votre bagage ? C'est un cadeau ?»« Bien sûr, » dit l'agent de sécurité en dodelinant de la tête. Le genre de bien sûr que dit un psy, en écoutant un mec qui vient de lui expliquer qu'il a découpé sa femme en morceaux pour son bien. Il interpella un policier qui passait par là. L'homme s'approcha et prit le trophée en main. «
Voilà, je suis écrivain, expliquai-je. J'ai récemment fait une rencontre en librairie à S. Monsieur le maire m'a offert ce robinet pour me remercier. Je sentais le sol se dérober à chacun de mes mots. Je sais, sur le coup, j'étais aussi étonné que vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le policier et l'agent de sécurité se regardèrent, visiblement embarrassés. Je pensais que l'affaire était entendue quand le policier me demanda « Pourquoi le maire de S vous aurait-il offert un robinet ?» En tant que linguiste, je n'ignorais pas la dimension rhétorique de sa question. Elle revenait à dire « Alors comme ça, on offrirait des robinets à des écrivains. Vous ne vous foutez pas un petit peu de notre gueule ?» Je fus tenté de leur dire qu'Umberto Eco avait bien voyagé avec un saumon, lui, que c'était même raconté en détail dans l'un de ses bouquins. Alors pourquoi pas un robinet? Mais connaissait-il seulement Umberto Eco? Au lieu de cela, je leur expliquai les travaux sur l'aile ouest de la mairie, la découverte du fameux robinet, les répliques commandées par le maire, le cadeau fait aux personnalités qui visitaient la ville, Madonna, Bono, Barack Obama, qui n'étaient pourtant jamais venus dans le coin. Les deux hommes me regardaient d'un air sceptique. « Je ne vais quand même pas détourner l'avion avec un robinet !» m'exclamai-je à bout. « Rappelez-vous de ceci, la prochaine fois que vous vous trouverez dans un aéroport, pour un resto, vous savez déjà, jamais la première table. Il y a des mots à ne prononcer sous aucun prétexte. Détourner en fait partie, au même titre que bombe ou Allahu Akbar ou robinet. Pourquoi? Vous pensez détourner l'avion? Non, bien sûr que non, me défendis-je. Écoutez, je vous répète, je suis écrivain. Romain Bartolas, vous ne me connaissez pas? Non? Le fakir dans l'armoire Ikea? Non? Toujours pas? Quoi? Pardon? C'est quoi cette histoire de fakir caché dans une armoire Ikea? Je cache des clandestins dans une armoire Ikea? Non, monsieur. Bon, oubliez. J'ai été invité à S par un certain Joseph A, qui adore mes livres et qui voulait que je rencontre des lecteurs de... Qu'est-ce que vous avez dit? Que j'ai été invité à S par un certain Joseph A, qui... Vous connaissez Joseph? Stupeur, tremblement. Oui, pourquoi? Le visage des deux hommes se relâcha aussitôt. Il fallait le dire plus tôt. Comme si je devais traverser tous les contrôles d'aéroport du monde entier en disant « Je suis un ami de Joseph A. » Imaginez le truc. « Vous pouvez y aller, dit le policier en me tendant mon robinet. Bon vol !» Et l'affaire, qui avait bien pris un quart d'heure, fut résolue en 2 secondes. Alors que je repensais à ce qu'il venait de m'arriver, en attendant l'avion, une blague me revint à l'esprit. Celle dans laquelle Coco, un mec du quartier, se retrouve avec le pape sur le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans la foule, un type s'exclame alors « Mais c'est qui le mec tout en blanc à côté de Coco ?» 26 534. Pardon? Ton histoire. Elle fait 26 534 caractères, espace compris. Ah, et alors? Eh bien alors, c'est trop. 1534 de trop, tu comprends? Mais maintenant, 26 700. Arrête. Ok, Charlotte. Alors voilà ce que l'on va faire. Hein. Tu connais le dicton? Une image vaut 1000 mots. 25 000 en l'occurrence. Alors voilà. Mets juste la photo du robinet. Voilà. À une prochaine.